Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été, que vous soyez chez vous, quelque part sur la route ou ailleurs. Chaque samedi de cet été, nous essayons de réfléchir aux grands enjeux économiques, mais pas seulement, vous allez voir, qui ont été les nôtres au cours de l'année écoulée et surtout, évidemment, les enjeux qui sont devant nous, avec des invités et des échanges entre des personnalités qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. Bonne nouvelle, nous avons du temps pour le faire, plus de 35 minutes. Et ce soir, je vous propose un échange sur les questions d'environnement et de climat avec deux personnalités très impliquées, Jean-Marc Jancovici et Thierry Pêche. Bonsoir messieurs. Bonsoir. France Inter, l'écho de l'été, Dominique Seux. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur, c'est important, on le verra, spécialiste des questions d'énergie, de carbone, de climat. Vous avez créé le cabinet de conseil Carbone 4, l'association The Shift Project, la bascule, le changement. Et vous avez écrit beaucoup de livres et notamment une BD à très gros succès, Le Monde sans fin, avec Christophe Blain, vendu à près de 900 000 exemplaires. Et vous êtes un peu un écologiste atypique, puisque vous défendez le nucléaire. Vous avez beaucoup de fans et je dois dire que je le connais dans mon entourage proche. Thierry Pêche, vous dirigez le think tank, le réservoir à idées, très joli, Terra Nova. Vous êtes plutôt social-démocrate, on verra tout ça. Après avoir été éditeur, journaliste, vous avez dirigé la rédaction d'Alternative économique. Le grand public vous a découvert quand vous avez co-présidé, c'était en 2019-2020, la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est réunie pendant 9 mois et a accouché d'une série de propositions très concrète, alors très appréciée par certains, vilipendée par d'autres, notamment dans les milieux économiques. Évidemment, quand on entend vos parcours et vos titres, des auditeurs doivent se dire en ce moment, ils vont être d'accord sur à peu près tout. Eh bien, je ne le crois pas, on va le voir. Notre parti pris ici, en tout cas, c'est d'être très concret. On va partir avec une question toute simple du début. En cet été 2023, où en est-on ? Alors, je ne vous demande pas d'évaluer où on en est sur le plan climatique, le climat, la Nouvelle-Zélande, le Chili, mais globalement, ça va depuis 12 mois plutôt dans le bon sens. Il y a des progrès ou il n'y a pas tellement de progrès. Allez, qui commence ? Jean-Marc Jancovici. Si on regarde l'évolution du système climatique, ça ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire que les mauvaises surprises continuent à arriver et elles ont plutôt tendance à être de plus en plus amples avec des conséquences de plus en plus importantes. Et si on regarde ce qui cause le problème, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, là non plus les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque 2022 a marqué, une dernière statistique à date, a marqué un record historique dans les émissions planétaires. Donc par-delà ce que les États peuvent déclarer et éventuellement mettre en place pour préparer des lendemains qui chantent un peu plus, on va dire les chiffres bruts en ce qui concerne les émissions, c'est que ça continue à aller dans le mauvais sens. Thierry Pêche, même constat ? Oui, même constat. Ça, c'est très objectif et c'est assez bien documenté. Alors, si on veut aller un peu plus loin dans le détail et qu'on regarde comment évoluent les grands blocs, la Chine, les États-Unis, l'Europe, on a 2 grands blocs où les émissions territoriales, pas l'ensemble de l'empreinte carbone, mais les émissions territoriales reculent doucement. Très doucement aux États-Unis, un peu moins doucement dans l'Union européenne, et 2 gros ensembles, beaucoup plus lourds en termes de population, la Chine et l'Inde, où ça ne recule pas, ça continue à progresser, et en Inde plutôt très vite. Il y a 2 mondes, il y a un monde qui est en train d'entrer dans l'effort d'atténuation, avec des succès encore très minces, et puis il y a un monde qui peine à y entrer, voire qui en est encore loin. Et c'est vrai que c'est très important ce que vous venez de dire, parce que la question que beaucoup de Français et d'Européens se posent, c'est nous, avec nos petits bras musclés, on peut faire des tas de choses, en France ou dans l'ensemble de l'Europe, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Alors, on connaît les arguments, la dette historique, qui est réelle, mais ça ne motive pas énormément les opinions publiques. Quel est le bon argument quand on souhaite, comme nous tous, évidemment que la chose s'améliore, quel est le bon argument pour entraîner tout le monde ? Alors moi j'en vois 3. Le premier, c'est que l'évolution du monde n'est que la somme des évolutions des individus. Donc un monde dans lequel personne ne fait d'efforts est un monde dans lequel le problème n'est pas réglé volontairement. Le deuxième que je fais se raccroche à ce que Thierry vient de dire, qui est en fait, je fais partie des tristes cires qui pensent que la baisse des émissions en Europe, au Japon aussi du reste, et aux États-Unis, elle n'est pas pilotée, elle est subie. Elle est liée au fait que le pétrole conventionnel est passé par un pic de production en 2008, que le gaz en Europe, il est passé par un pic de production dans la mer du Nord en 2005, que dans tous ces vieux pays, le charbon était déjà plus une énergie très en vogue avant même qu'on se préoccupe de climat. Et donc il y a un deuxième bon argument qui est de toute façon la décrue fossile, on l'a subie déjà
là et elle va s'accélérer. Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément de volontarisme dans cette affaire. Il est très faible. Aux États-Unis, c'est la bascule charbon vers gaz, par exemple, plus les conséquences de la crise qu'il y a eu en 2009, mais qui est elle-même une conséquence du pic pétrolier mondial sur le conventionnel en 2008. Enfin bon, bref. Donc, quand on regarde, en fait, malheureusement, non, il n'y a pas tellement de déclencheurs volontaires. Derrière, le troisième élément. Voilà. Et le troisième élément, c'est que on peut le voir comme une opportunité parce que nous sommes des animaux mimétiques et sociaux, et donc le seul pari pascalien qu'on puisse faire, c'est que quelqu'un, quelque part, parce qu'il y a intérêt, et nous on y a intérêt au titre du deuxième point de toute façon, commence à faire les choses en vraie grandeur, et à ce moment, ça donnera peut-être l'idée aux autres de l'imiter, puisque comme il n'y a pas de chef du monde, la seule possibilité qu'on ait d'embarquer d'autres pays, c'est par l'exemple, l'envie. Donc c'est l'effet d'entraînement, c'est-à-dire on peut servir de modèle, et celui qui part le premier, finalement, s'en tire mieux à la fin. Si on avait les chars et les avions comme aux États-Unis, on pourrait le faire de cette manière, mais nous n'avons pas les chars et les avions, donc on n'y arrivera pas comme ça, donc on n'y arrivera que par un effet d'imitation, la mode, quelque part, qui relève de cette motivation. Est-ce que Thierry Pech, vous êtes d'accord avec Jean-Marc Jancovici pour dire, au fond, tout ce qu'a fait l'Europe, c'est-à-dire moins 20-25% d'émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, tout ça c'est du subi, il n'y a rien de volontariste. Alors c'est l'accompagnement du subi, on a fait des choses, mais ce que je veux dire, c'est que le déclencheur primaire, il est le fait qu'on ait subi. C'est vrai en très grande partie seulement, et surtout, pour le chemin qui reste à parcourir, la contrainte subie ne suffira pas. Il va falloir entreprendre des choses qui sont de l'ordre de la volonté politique et de l'organisation. Donc cet argument va tomber dans les années qui viennent, puisqu'il faudra vraiment, si on veut continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faudra organiser de façon très proactive cette réduction. Donc moi je vois 3 arguments pour répondre à votre question, Dominique. Le premier, c'est le même que Jean-Marc, c'est-à-dire il faut jouer le jeu et il faut faire notre part. Ça ne marche pas s'il y a des freeriders, des cavaliers clandestins, des passagers clandestins. Ça, c'est le même. Mais il y en a 2 autres qui ne sont pas ceux qu'a évoqué Jean-Marc. Le deuxième, c'est la transition climatique va être une révolution industrielle. Et il faut être dans cette révolution industrielle. C'est-à-dire que les pays qui réussiront à inventer un avion bas carbone, je dis n'importe quoi, une voiture électrique très performante, sont des pays qui exporteront leurs solutions ailleurs. Donc au fond, il y a une récompense à la fin du chemin. Oui, et les Chinois l'ont très bien compris. Ils réduisent très peu leurs émissions, mais ils vont nous vendre des véhicules électriques, très probablement. Ils ont même commencé à le faire en Allemagne tout à fait récemment. Donc je pense qu'il y a un enjeu de compétitivité écologique, de compétitivité climatique de l'économie qui est devant nous. Et ça peut suffire à convaincre les opinions publiques, dont on voit que parfois c'est compliqué. Alors il y a un troisième argument qui, si le deuxième n'a pas suffi à les convaincre, pourrait achever de les convaincre, c'est que c'est aussi un enjeu géopolitique. La sortie des fossiles, c'est plus d'indépendance pour nos pays. C'est moins de dépendance à l'égard de la Russie. Vladimir Poutine vient faire une démonstration grandeur nature de notre dépendance au gaz fossile et de notre capacité aussi à en sortir pour certains pays européens ou à changer de client pour d'autres. Donc on voit bien les enjeux géopolitiques de la question. Sortir des énergies fossiles, c'est aussi sortir de dépendances qui ne sont quand même pas des dépendances très sympathiques. La Russie, les pays de la péninsule arabique, etc., ne sont pas des grandes démocraties. 3 arguments d'un côté, 3 arguments de l'autre, ça fait 6. Normalement, ça devrait marcher. Non, le premier est le même, ça en fait que le 5. premier était le même, ça fait 5. Il y en a un qui suit, c'est bien. Oui. Il y a une question qui s'est posée. Les arguments que Thierry a cités convergent, ou sont l'incarnation plus exactement de ce que je disais en disant si on fait les choses d'abord et qu'on les fait intelligemment, ça donnera envie aux autres de faire pareil. Donc ça s'incarne notamment dans l'industrie, ça s'incarne notamment dans la diplomatie, etc. C'est pas du tout. Il y a une question qu'on voit émerger. Il y a une question qu'on voit émerger dans les pays développés, notamment en Europe. C'est au fond, faut-il mettre plus de moyens sur l'adaptation à un climat plus chaud, pour dire les choses, les résumer, ou continuer à mettre beaucoup de moyens, ou pas assez sans doute, mais de mettre des moyens sur la limitation, essayer de limiter le réchauffement. Alors évidemment, la réponse est il faut faire les deux, ça c'est des classiques, mais on voit bien qu'il y a une sorte de basculement vers l'adaptation. En France, ça a été très marquant quand le ministre Christophe Béchu, chargé de la transition écologique, nous a dit il faut se préparer à un plus 4 degrés d'ici 2100. Est-ce qu'il faut choisir entre les deux choses ? Non, il ne faut pas choisir parce qu'il faut voir que même avec un effort massif sur ce qu'on appelle la limitation des émissions, mettons que ce soit moins 5% par an dans le monde
lourde, ce qui est absolument majeur, parce que ça veut dire que chaque année, il faut rajouter un effort supplémentaire du type Covid. Ça n'empêchera quand même pas la température planétaire d'atteindre 2 degrés. Tout simplement. Alors, c'est pas quoi qu'on fasse, c'est si on fait pas moins 5% par an, ça ira encore au-delà de 2 degrés, mais si on fait moins 5% par an, déjà, on va atteindre les 2 degrés de hausse. 2 degrés, c'est la moitié d'une transition climatique glaciaire-interglaciaire en juste un siècle. Et malheureusement, il ne se passe pas une semaine en ce moment sans que la littérature scientifique nous fournisse un article disant qu'on a sous-estimé les conséquences pour un niveau de réchauffement donné. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on pensait être des conséquences très désagréables se produisant à 3 ou 4 degrés de réchauffement, maintenant on nous dit, en fait, ça pourrait peut-être arriver à 2, voire 1,5 degrés de réchauffement. Moi, je me rappelle avoir fait un bulletin météo fictif pour une émission de télé il y a 20 ans, dans lequel on imaginait qu'en 2090, on pourrait atteindre 40 degrés en France. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça nous paraissait très audacieux, en 2003. Et en fait, maintenant, on les atteint tous les étés. Donc, les conséquences vont aller probablement plus vite, beaucoup plus vite que l'idée qu'on s'en fait. Et encore une fois, même si on appuie très très fort sur la pédale de frein, les conséquences vont augmenter de manière extrêmement significative. Donc, il faut absolument faire les deux. Et pour finir sur l'indicateur 4 degrés, est-ce que Béchu a raison de dire il faut s'adapter à une France à 4 degrés ou à 3 ou à 5 ou à 7 ? En fait, ça fait pas de différence. C'est pas, ce qui compte, c'est le schéma mental dans lequel on se met, qui, à partir de maintenant, on bouge pas une oreille sur quelque chose de neuf qu'on fait sans embarquer le fait qu'il faut que ça résiste à des conditions très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. De toute façon, plus 4, en France, ça correspond à une augmentation de plus 3 au niveau global. C'est à peu près la trajectoire sur laquelle on est engagé. Oui, parce que il a été bien expliqué qu'en France, la hausse des températures est plus élevée que en moyenne mondiale. L'exposition est plus forte que dans la moyenne des terres émergées. Voilà, donc c'est juste réaliste. Ça a été perçu comme pessimiste, mais c'est probablement réaliste vu ce qui est en train de se passer. Pour revenir à votre question, Dominique, on n'a absolument pas le choix, de toute façon. Les phénomènes extrêmes sont là. Je vous donne juste un exemple. En Inde, en 2022, il y a eu à peu près un phénomène extrême par jour. Ici, une inondation, là, des orages absolument destructeurs, là, des grêles, là, une par jour. C'est pour l'Inde près de 2 millions d'hectares de terres cultivables qui ont été hors course. C'est 400 000 maisons détruites. C'est 69 000 têtes de bétail tuées. C'est 4 500 victimes humaines. C'est ça. La catastrophe climatique. C'est pas dans 10 ans, etc. C'est maintenant. Donc, on va pas être logé à la même enseigne. Le sous-continent indien est particulièrement exposé du fait de ses caractères géophysiques. Mais on est assez exposé et donc on n'aura pas le choix parce qu'on aura tous les phénomènes qu'on voit de façon plus récurrente et de façon plus simultanée. Aussi. Et quand on voit l'ampleur de tous ces dégâts, de ces conséquences, est-ce qu'on a encore les débats lancés par Emmanuel Macron, par exemple, sur la société Amish, sont-ils encore des débats d'aujourd'hui ou complètement dépassés ? On écoute ce qu'avait dit Emmanuel Macron à l'époque, c'était il y a quelque temps. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Alors, il parlait de la 5G, c'est il y a quelques temps, évidemment, mais ça s'applique en fait, c'est une réflexion globale. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui ? Notre président a une fascination pour la technologie qui, à mon avis, brouille un peu son jugement, si je peux me permettre. Quand on regarde ce que les gens font en pratique de la 5G, moi qui prends le métro tous les jours, ils regardent des séries sur leur téléphone portable. Bon, est-ce qu'ils étaient beaucoup plus malheureux quand ils jouaient au Sudoku dans le métro ? Je ne suis pas complètement persuadé. Là, il a une espèce d'ode indifférenciée à toute innovation technique. Malheureusement, le monde vers lequel on se dirige va être un monde de choix et d'arbitrage. Ouais. La planète n'est pas infinie, on n'a pas 4 fois du cuivre, on n'a pas 4 fois du pétrole et on n'a pas 4 fois une atmosphère pour mettre du CO2 dedans. Donc on va être obligé de faire des choix. Et en fait, là où moi j'attends les dirigeants politiques aujourd'hui, et pour le moment je suis désolé de dire que notre président n'a pas fait la preuve, c'est justement leur capacité de discernement et à ne pas être dans toute technologie est bonne à prendre. Certaines seront bonnes à prendre, d'autres seront pas bonnes à prendre. Certains investissements seront bons à faire, d'autres seront pas bons à faire, etc. Et on attend, à problème nouveau, on attend d'être capable d'avoir un discernement
effectivement des arbitrages qui soient. Ça veut dire qu'on change nouveaux. totalement de modèle économique. Est-ce qu'on peut dire que le modèle libéral est mort sur les sujets climatiques? Et pour finir, juste sur les Amish, il y a peut-être des trucs très intéressants à regarder chez les Amish. J'en sais rien. Moi, je connais mal l'organisation des Amish. Tu devrais y aller. En fait, c'est pas fascinant comme organisation sociale quand même. Je dis, il y a peut-être des trucs intéressants. Regarder de près. Il y a peut-être des trucs intéressants. Je suis allé les voir à Lancaster County, tout près de Philadelphie, et je ne crois pas que ce soit un modèle de société absolument désirable. Moi, je pense que ce qui est sous-jacent à l'intervention du président, c'est aussi la discussion sur croissance ou décroissance. Et je pense que ce qui est en débat, c'est est-ce qu'on veut un monde de croissance classique? Est-ce qu'on veut un monde de croissance dont le contenu serait considérablement modifié, son intensité en énergie, en carbone, etc. Ou est-ce qu'on veut choix de la décroissance? Je crois qu'il y a un chemin. Il y a un chemin entre les deux? Il y a un chemin pour une organisation économique qui vise une croissance dont le contenu serait beaucoup plus conforme à nos ambitions climatiques et à l'habitabilité. Il faut décroître les activités carbonées. Ça, tout le monde est d'accord. Mais oui, bien sûr. Enfin, c'est ça le sujet. Bien. Oui. Mais le sujet, c'est pas au-delà de ça. Et ça suppose beaucoup de technologie. Pas simplement, ça suffit pas. Il y a une part de sobriété nécessaire. Mais je ne crois pas qu'il y ait de modèle de décarbonation sérieux qui ne mobilise pas des technologies matures et efficaces qui seront le levier d'une croissance dont le contenu en carbone sera beaucoup plus raisonnable. Alors c'est là qu'on ne va pas être d'accord, parce que moi je n'y crois pas. Je pense qu'en fait, quand on regarde ce qui a fait, tant que le PIB mesure la même chose, c'est-à-dire tant qu'il mesure... Moi, je parle bien d'un contenu de la croissance. Oui, non, mais Alors on connaît les limites du produit, exactement, du produit intérieur brut. On ne va pas ouvrir cette question-là. En fait, si oui et non. Parce que si par exemple on décidait de supprimer la notion d'inflation, il n'y a aucun problème pour faire de la croissance verte. Et on sait que dès à présent aujourd'hui, tenir correctement compte de l'inflation dans le calcul du PIB, c'est déjà un casse-tête. Donc moi j'ai fait un petit calcul, il y a 10 milliards de produits, à peu près 10 milliards de produits disponibles dans le monde, sachant qu'il y a 10 personnes à l'INSEE pour corriger l'inflation, ça laisse une fraction de seconde par produit. Bon, c'est évident que du coup, c'est un truc nécessairement approximatif. En tout cas, vous ne croyez pas au chemin, non pas de traverse, mais au chemin central qu'évoque Thierry Pech. Alors, la croissance verte, j'y crois pas. C'est-à-dire que dans le même temps, on va décarboner et continuer à avoir plus de mètres carrés par personne, plus de véhicules par personne, plus de kilomètres parcourus par personne et par an. Oui, même s'ils sont électriques, ça marche pas. Ça boucle pas. Plus de nourriture par personne et par an, plus, etc. J'y crois pas. Je pense qu'il faut que la croissance ou la décroissance du PIB, ça soit pas un sujet obsessionnel et qu'il faut qu'on arrive à trouver des organisations de telle sorte que si ça monte, ça flotte et si ça baisse, ça flotte aussi. Voilà, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de dire les choses. Thierry Pech n'est pas d'accord. Non, c'est pas un désaccord, c'est plutôt une précision. Je pense que dans les années qui viennent, c'est-à-dire la première décennie ou la première quinzaine d'années du chemin qui est devant nous, la transition écologique, c'est d'abord des coûts. Ça ne sera pas de la croissance probablement. Bon. Mais le monde d'après, peut-être un monde où le progrès peut continuer à être associé à une croissance dont le contenu serait vertueux. C'est ce que raconte à peu près le rapport Selma-Mahfouz Jean Pisani-Ferry. C'est-à-dire que les premières années sont des années coûteuses. Qui a été publié au printemps. Voilà. Et le problème des Européens aujourd'hui est beaucoup un problème de financement. Je pense qu'ils sont pris dans une contradiction entre d'un côté, il faut consolider les finances publiques, revenir à la vertu budgétaire, et de l'autre, la nécessité de financer une transition qui va coûter très cher. Et le vrai changement de modèle économique qui est en train de se produire sous nos yeux, que ce soit en Chine, où vraiment la transition écologique est hyper subventionnée et va continuer à l'être dans les énergies renouvelables, dans les véhicules électriques, aux États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, l'IRA de Biden, qui subventionne vraiment l'industrie verte, eh bien, nous, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? On voit se dessiner des modèles économiques dans lesquels l'intervention publique est beaucoup plus forte, dans lesquels finalement la réponse à la grande question de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire quelle est la façon la plus efficace de produire un bien ou un service? Est-ce que c'est le marché, le privé, ou est-ce que c'est le public? On a plutôt répondu c'est le marché et le privé. Et bien face à la transition écologique, la réponse est un peu différente. Et c'est ce modèle-là. Alors on a vu que sur les voitures, et on va en parler dans un instant après la pause musicale, la puissance publique européenne intervient beaucoup. On va évoquer, après la pause musicale que je propose maintenant, on va évoquer évidemment ce que fait la France, secteur par secteur. On va être extraordinairement concret. Et nous retrouvons pour cette deuxième partie de l'écho de l'été Jean-Marc Jancovici et Thierry Pech sur les questions d'environnement et de climat, avec une première question qui concerne directement la France. Le Haut Conseil pour le climat, dont vous êtes membre, Jean-Marc Jancovici, a dit avant l'été, la France a arrêté de faire des petits pas, tant mieux, mais elle est très loin du pas de course, et ça, c'est pas bien. Est-ce que votre diagnostic est celui-là ?
Moi, je suis un peu jugé parti dans cette histoire, puisque le Haut Conseil pour le climat, j'en fais partie. Mais si on essaye de traduire l'esprit de ce qui a été dit, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui commencent à être prises ici et là. Ce qui manque aujourd'hui, me semble-t-il encore, c'est un récit global qui adresse aussi les sujets d'aménagement du territoire, les sujets sociaux, les sujets de santé, les sujets, etc. Donc, on n'en est pas encore au stade où on a l'histoire globale, donc on reste encore dans cette affaire de baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est devenu un truc important, mais qui reste compartimenté. D'accord, c'est boîte par boîte, c'est ça. Et donc, la feuille de route globale. Hein. Exactement. Et comme... Elle se dessine ou elle se dessine pas, malgré tout? Pour le moment, elle se dessine mal, j'ai envie de dire, parce qu'une feuille de route globale dans le pays qui est le nôtre, ça relève normalement du sommet de l'exécutif. Cette feuille de route-là, globale, encore une fois, hein, qui embarquerait, où chaque ministère se dirait, moi, je m'inclus totalement dans cette feuille de route, je vois pas de... Pour le moment, elle n'existe pas encore, donc c'est disparate. D'accord. Non, je pense que le diagnostic du Haut Conseil pour le climat est assez juste. On est sorti de la période des petits pas et on n'est pas encore au pas de course. Je trouve que ça s'est bien trouvé. Je pense néanmoins qu'il y a des choses qui avancent et qui ne se voient pas encore dans les chiffres et qui comptent beaucoup. Moi, je me souviens de la période précédente. J'observe les acteurs politiques toute l'année. Donc, je voyais des ministères se mener une guérilla mutuelle continuelle. Voilà. Le ministère de l'Agriculture versus le ministère de l'Environnement versus Bercy. Ça, je crois que c'est toujours le cas. Je pense que c'est moins le cas. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a un diagnostic beaucoup plus partagé. Alors, c'était le but du secrétariat général à la planification écologique. Je crois qu'il a réalisé une partie de sa mission, qui est une partie qui ne se voit pas de l'extérieur, mais dont les effets peuvent être considérables, parce que cette guérilla, cette espèce de bataille interministérielle, bloquait beaucoup de dossiers et nous faisait perdre beaucoup de temps. Pour évoquer les questions énergétique et la production d'énergie, quel est le mix souhaitable? Je voudrais vous faire entendre Yannick Jadot qui s'exprime sur le nucléaire et la répartition entre nucléaire et énergie renouvelable, et je vous fais réagir. Nous aurons à faire coexister le nucléaire et les énergies renouvelables pour l'électricité pour les 25 années qui viennent. Le seul sujet sur lequel on doit prendre une décision forte, c'est est-ce qu'on construit des nouvelles centrales nucléaires à l'horizon 2040-2045, très cher, avec évidemment un risque sur les délais, ou est-ce qu'on investit massivement maintenant sur les énergies renouvelables? Eh bien moi, je préfère agir maintenant sur des énergies propres que parier à l'avenir sur une énergie risquée et très coûteuse. Marc Jancovici, on oublie le nucléaire, recommande Yannick Jadot, ou plutôt on l'oublie pour demain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on est dans la course contre la montre et plus on rentre dans le monde fini, et plus il faut peser le risque d'avoir quelque chose versus le risque de ne pas avoir le quelque chose en question. Parce que... Le risque très concrètement, c'est de ne pas avoir suffisamment d'électricité. De ne pas en avoir suffisamment pour le contrat social qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens peuvent se chauffer quand ils le souhaitent, ou raisonnablement quand ils le souhaitent, peuvent prendre le train raisonnablement quand ils le souhaitent, peuvent s'éclairer la nuit raisonnablement quand ils le souhaitent, et que les usines ne se mettent pas à l'arrêt les jours sans vent. Voilà. Donc ça c'est le contrat social qui est le nôtre aujourd'hui. Il faut bien voir que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise en France aujourd'hui reste des combustibles fossiles. Donc il y a deux débats simultanés. Il y a un débat qui est si on décarbone, par quoi est-ce qu'on remplace? Où sont les énergies décarbonées? Alors les énergies décarbonées sont effectivement essentiellement électriques. On peut compter un peu sur la biomasse, mais pas trop, parce que ça vient en concurrence avec le fait de se nourrir, le fait d'avoir du matériau, le fait etc. et le fait d'avoir de la biodiversité. Et au sein des filières électriques, comment est-ce qu'on fait les arbitrages? Alors déjà, dans les renouvelables, il y a l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, le biogaz, il y en a un certain nombre, il y a des arbitrages à faire. Et dans la filière nucléaire, il y a aussi des arbitrages à faire. On peut faire des réacteurs très compliqués qu'on met longtemps à construire. À ce moment, on minimise le risque de la filière, on maximise le risque de ne pas avoir d'électricité parce qu'on ne construira pas à temps, ou faire le choix inverse. Ça, par exemple, aujourd'hui, c'est un débat qui n'existe pas. On est sur le choix officiellement des EPR. Oui, bien sûr. Enfin, des EPR simplifiés, des EPR2. Des EPR simplifiés. Mais c'est pas le bon choix pour vous. Est-ce qu'on est sûr d'avoir fait l'arbitrage qui minimise le risque global? Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire. Donc le vrai risque, c'est plutôt, si j'entends bien le sous-titre, c'est on a un risque de compétence parce qu'on n'est peut-être pas capable de le faire. Oui, enfin, ou plus exactement, si on veut faire un truc qui est trop parfait et trop compliqué, le vrai risque qu'on prend, de mon point de vue, c'est de pas en faire beaucoup, parce qu'on se sera mis trop de barrières à la réalisation. Thierry Pêche. Voilà. Et juste pour finir sur Jadot, il voit le risque nucléaire et il voit pas les autres risques. Donc je pense que son arbitrage est incomplet. Thierry Pêche. EPR Flamanville, devis initial, 5 ans, 3,3 milliards. On est à 15 ans,
et à entre 12 et 13 milliards sans compter Ce sera plus même. le coût du capital. Donc nos capacités industrielles, le temps de déploiement de ces équipements ne nous permettent pas d'espérer de nouveaux vecteurs de production avant 2035-2037. Je crois que c'est ça l'horizon souhaité. D'ici là, il va falloir modifier notre mix énergétique néanmoins. Donc il faut aller plus vite sur les renouvelables. Bien sûr, je dirais on n'a pas trop le choix. Et le scénario central de RTE me paraît être un scénario raisonnable. C'est-à-dire c'est un scénario dans lequel on garde une composante nucléaire conséquente, et pour ça, il faut faire des investissements aujourd'hui pour développer des moyens de production qui seront disponibles au milieu des années 2030, mais on développe fortement les ENR, les énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien en mer, etc. Enfin, là, il y a des choix à faire, hein, Jean-Marc a raison. Y compris des éoliennes terrestres en plus grand nombre ? Mais moi, je suis favorable à l'éolien terrestre aussi, en effet. Et puis, il y a une composante sobriété. Dans le scénario central de RTE, il faut aussi faire un effort de sobriété. Mais dans quelle mesure, quand on impose à l'opinion publique ces choix-là, elle accepte ? Est-ce qu'on risque pas d'entrer dans un moment où la résistance des opinions peut commencer à rendre plus difficiles les choses ? On écoute une seconde Stéphane Bern sur les éoliennes terrestres, quelques secondes. On sait que ce n'est pas écologique. C'est la grande supercherie de notre époque. C'est de faire croire que ça, c'est renouvelable, que c'est une énergie verte. On met 500 mètres cubes de béton dans le sol. Je croyais qu'il fallait lutter contre l'artificialisation des sols. Et ça donne une électricité, encore une fois, qui est intermittente et qui coûte cher et qui n'est pas décarbonée. Alors c'était il y a quelques années, est-ce qu'il exprime quelque chose qui est en train de naître ? On parle d'éoliennes, mais on le voit aussi sur les chaudières à gaz, on le voit sur les voitures. Est-ce qu'il y a un risque ? On l'a vu en Allemagne, on l'a vu aux Pays-Bas avec la naissance de ce mouvement. C'est pas les mêmes sujets. C'est pas tout à fait les mêmes sujets, mais est-ce qu'il y a des risques d'aller trop vite ? Bien sûr, il y a un risque mais il y a pas de commune proportion entre le risque de dégrader un paysage qui nous est cher et le risque de mettre des ménages entiers en difficulté économique en changeant leurs équipements. On n'y arrivera pas en décrétant d'en haut une planification imposée, coercitive, qui rationne un certain nombre de services. Je pense que ça se passera très mal, parce que nos sociétés sont des sociétés dont le contrat social est lié à un grand exercice de la liberté publique et individuelle. Il faut faire en sorte de construire ce consensus. Et nos démocraties représentatives n'y suffisent pas. Donc il faut qu'on trouve de nouveaux moyens. Moi, j'étais partisan, avec Pascal Canfin et quelques autres, d'une transition écologique beaucoup plus négociée dans les territoires. Vous voyez ce que fait discrètement aujourd'hui le CNR dans ses déclinaisons thématiques, dont on ne parle pas, mais qui sont vraiment intéressantes. Alors le CNR, le Conseil national de la refondation. Alors il y a le grand cirque national, mais il y a aussi des applications dans les territoires qui sont très intéressantes. On met les gens autour de la table, on leur dit qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, quels efforts, comment vous partagez l'effort. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays européens, en Suède, aux Pays-Bas. Parce que vous voyez bien, on voit bien quand même l'opposition entre notamment des jeunes, mais des mouvements activistes qui se rendent plus visibles, les Soulèvements de la Terre qui ont été dissous au printemps, qui considèrent que l'action, y compris violente ou presque, doit être faite, et puis de l'autre, une opinion publique qui peut se cabrer. Quel est le bon équilibre ? C'est une question difficile, personnellement, je ne sais pas. Juste pour continuer sur le sujet sur lequel on était juste avant, est-ce qu'il y a un risque de ne pas y arriver ? En fait, il y a des risques de ne pas y arriver, quelles que soient les voies qu'on choisisse. Quand Thierry dit, à court terme, tout ce qu'on peut faire, c'est d'augmenter le nombre d'éoliennes et de panneaux solaires, il a tout à fait raison. Matériellement, tout ce qu'on peut faire dans les 10 ans qui viennent, c'est d'augmenter ce genre de choses. Maintenant, il faut bien voir que si on cherche la durabilité, on n'est pas en train de construire un système pour 10 ans, on est en train de construire un système pour des siècles. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait si on va réussir à stocker massivement l'électricité ? La réponse est oui, avec des stations de pompage. Donc, il faudrait pomper l'eau du Léman dans toutes les vallées des Alpes qui sont situées au-dessus. Ça, on pourrait y arriver. C'est pas un truc qui est totalement indolore. Dans des batteries, on est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Avec de l'hydrogène, je suis extrêmement perplexe parce que le rendement de bout en bout est d'un quart à peu près. Enfin, il est tellement mauvais que je pense qu'on n'y arrivera jamais non plus. Donc aujourd'hui, il y a un problème non résolu dans la diffusion à large échelle d'un moyen intermittent. Donc je dis pas qu'il faut pas le faire à court terme, c'est pas ça que je suis en train de dire, qui est comment est-ce qu'on assure le lissage de telle sorte que quand on rentre dans ce studio et qu'on a besoin de lumière, on a de la lumière. Il faut bien voir que l'expérience la plus grandeur nature qu'on ait en la matière, qui est celle des Allemands, montre qu'ils n'ont pas diminué la capacité de production pilotable
qu'ils ont dans le pays sur les 20 dernières années. Donc ils ont rajouté des moyens supplémentaires, éolien, solaire. Mais le charbon baisse très lentement. Alors il n'y a pas que le charbon dans le pilotable. Il y a charbon, gaz, hydroélectricité, nucléaire, biogaz. Et maintenant ils ont des batteries. Si on regarde la totalité de ce qui est pilotable, la puissance installée est la même aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc ça montre bien qu'à large échelle, on n'a toujours pas résolu ce problème un pays comme l'Allemagne n'a manifestement pas trouvé son mode d'équilibre. De la correction de l'intermittence. J'insiste beaucoup, sans rentrer dans les détails techniques, sur le fait qu'on n'a pas aujourd'hui la culture de l'arbitrage des risques parce qu'on sort d'un monde facile, raisonnablement prédictible par induction, et donc on n'a pas les schémas mentaux. Et donc il y a beaucoup plus d'aléas pour se projeter dans un monde qui va être beaucoup plus chahuté et où il va falloir prendre des paris qui sont robustes. Avec un large panel de conditions extérieures. Thierry Pech. On a été soumis à un stress énergétique important cet hiver. On a dit on fait moins 10% et on les a fait. Oui. Alors en partie sous la contrainte, mais ce que je veux dire, on a des expériences réelles qui montrent que la société est quand même prête à réagir. Et des choses qui n'étaient pas anticipées il y a encore 1 ou 2 ans. Thierry Pech, Jean-Marc Jancovici avait fait sensation il y a quelques semaines au printemps en expliquant, c'était à l'antenne de France Inter d'ailleurs je crois, chaque terrien devrait avoir droit à 4 vols aériens par vie. Comment vous avez réagi ? Vous avez décidé de nous fâcher. Non, je ne crois pas à ces solutions de rationnement, de contingentement. Peut-être il faudra y venir un jour et on sera dans la dernière urgence et ça veut dire que vraiment on se sera planté sur tout le reste. En revanche, je pense que les perspectives qui sont tracées pour l'aérien aujourd'hui ne sont pas crédibles. C'est-à-dire l'idée que avec une croissance lente, mais tout de même positive, du trafic, on va pouvoir décarboner l'avion en substituant au kérosène actuel des carburants d'aviation durable. Et CAD, quand on voit ce que coûtent en énergie primaire ces carburants d'aviation durable, on n'y arrivera pas. Et donc, on est en train de masquer, à mon avis, un rendez-vous inévitable avec une maîtrise de la demande, une maîtrise du trafic lui-même. Donc, je partage l'intention qui est derrière la proposition de Jean-Marc, qui est, je crois, de limiter le trafic lui-même, donc les émissions qui lui sont liées. Je ne partage pas la méthode parce que je pense qu'elle est de nature à crisper tout le monde. Vous avez été sur ce sujet-là, pour finir, un lanceur d'alerte. Alors, je n'ai eu aucune méthode. J'ai fait une règle de 3. C'est-à-dire que je n'ai pas dit, voilà comment on peut mettre en œuvre cette proposition demain matin. J'ai juste dit, si on traite de façon équitable ou égalitaire, je ne sais pas comment il faut dire, les Somaliens, les Maliens, les Argentins, les Français, les Mongoliens, les Norvégiens, et qu'on se met dans une perspective dans laquelle le trafic aérien est limité par les substitutions par des carburants non fossiles, ce qui nous amène en gros au 5e des vols qu'on a aujourd'hui, et qu'on fait une règle de 3, ça fait 4 vols par personne et par vie. C'est sur la Terre dans son ensemble. Voilà. Alors, quelques mois plus tard, c'est-à-dire ce samedi, quelle est l'application pratique et concrète? Alors l'application pratique et concrète, c'est que je rejoins Thierry sur le fait qu'il faut limiter le trafic aérien. En fait, il y a un travail qui avait été fait par le Shift Project et une association qui s'appelle Aérodécarbo, qui regroupe essentiellement des ingénieurs de l'aéronautique. Et ils avaient dit, même en étant extrêmement optimistes sur la vitesse de pénétration de toutes les innovations techniques dont on peut rêver dans le secteur aérien, il n'y a pas moyen que ce secteur-là fasse sa part dans la baisse globale des émissions de gaz à effet de serre sans qu'on baisse progressivement le trafic. Donc le trafic baisse de quelques points par an, 2%, 3%. Oui, il n'y a pas moyen d'y échapper. Votre proposition aujourd'hui, ce soir, c'est quoi? Un permis à points, quelque chose comme ça? Alors non, la meilleure proposition qu'on aurait si jamais, mais on serait ramené aussi à des quotas par personne, ça serait de limiter les créneaux de décollage des aéroports français, et comme le dit un de mes amis, les atterrissages autant qu'on veut. Et après, la question, c'est une fois qu'on a une quantité limitée, comment on la répartit? Et donc là, il n'y a que 2 moyens de la répartir. Ou bien on augmente le prix des billets, et à ce moment, les 3 personnes dans ce studio continuent à voler, mais une partie des gens qui nous écoutent pas. Ou bien on dit, on distribue équitablement, riches ou pauvres, et à ce moment, ça s'appelle un quota. Donc il faut bien prononcer c'est un ticket de rationnement, il faut bien prononcer le mot. Et chacun a une limite ou un droit. Il y a 2 manières de voir la chose, égale. On aurait pu continuer naturellement pendant des heures. Il y a tant de sujets absolument passionnants. Merci à vous, Thierry Pech, Jean-Marc Jancovici. Voilà, c'est la fin de cet écho de l'été. Merci à vous deux encore. Merci à notre réalisateur Stéphane Combe, à la technique Pauline Laverdure, à la recherche de son Laura Dumez. À la semaine prochaine. Et naturellement, vous pourrez retrouver cette émission et celles qui l'ont précédée sur le site de France Inter.